la coopération, et par coopération, il dit c'est des systèmes techniques dans lesquels chaque élément joue plusieurs fonctions, ou remplit plusieurs fonctions, et où chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Ce qui est intéressant parce que c'est un vrai fonctionnalisme, mais totalement opposé au fonctionnalisme canal historique du mouvement moderne et fonctionnaliste en architecture, où il s'agissait au contraire de prendre modèle sur la machine, où chaque élément remplit à fond très bien sa fonction, vous voyez, et où ils sont même bien distincts les uns des autres. Pour avoir un futur désirable qui résout les crises socio-écologiques, il faut trouver une solution simultanément avec l'architecture et l'agriculture. On ne pourra pas faire quelque chose de manière séparée. Oui, disons, si on considère par ailleurs que, si on prend le concept d'agriculture au sens large, c'est-à-dire, disons, tout ce qui relève de la culture et de la récolte de ressources vivantes, soit pour la nourriture, mais aussi des fibres, pour d'autres choses, aussi de l'énergie. Aussi. Donc, si on désigne, alors est-ce que j'ai le droit de faire ça, mais de proposer d'appeler agriculture tout le secteur ou toutes les pratiques qui cherchent à cultiver et renouveler et produire du coup des ressources vivantes sous forme de nourriture, de fibres et d'énergie. Et il faut par ailleurs que ce soit ces ressources vivantes au sens propre qui soient mobilisées autant que possible par les autres acteurs de l'économie, en particulier de la construction plutôt que les produits des mines, où, vous voyez, en tout cas, il faut relativiser la part des uns et des autres, alors le lien entre architecture et agriculture, où une réarticulation doit être opérée entre ces ces deux types d'activités. Évidemment, cette articulation, ce lien est quelque peu nouveau, où il a été construit par couches successives de technologies, de lois, d'idéologies, et je propose qu'on décortique, qu'on défasse un tout petit peu, ou qu'on complexifie un peu ce lien. On dit souvent que ça a apparu plus ou moins au même moment, moins 10 000 à la révolution néolithique. Il y a eu des traces d'agriculture d'un côté et des traces d'architecture de l'autre. Quand on parle d'architecture, évidemment, on se réfère beaucoup à l'architecture rectangulaire, c'est-à-dire que de l'architecture où on compacte plusieurs maisons les unes à côté des autres, c'est ça? Oui, ça dépend effectivement de l'extension qu'on donne là aussi à ce que c'est que l'architecture. Mais si on entend par architecture, disons par architecture et même par début d'urbanisme, quoi, une architecture, oui, en dur, permanente, ou destinée à durer, mitoyenne, etc. Alors, en effet, en gros, l'architecture en ce sens apparaît plus ou moins au moment où et autour des foyers où apparaissent des pratiques agricoles. Alors évidemment que les transitions ont dû être de toutes sortes. Et les archéologues ont aussi inventé le concept de mésolithique entre le paléolithique et le néolithique pour désigner des entre-deux qui ont pu se développer sur des périodes assez longues. Par ailleurs, d'autres recherches anthropologiques montrent que c'est pas si simple, qu'il y a eu aussi des pratiques saisonnières entre sédentaires, etc. Dans le livre de David Graeber et Wengro, explore toutes sortes de choses là, mais malgré tout, on peut dire que oui, en gros, l'agriculture et l'architecture apparaissent plus ou moins ensemble dans une relation autocatalytique comme ça de poule et de l'œuf, où certains pensent que c'est parce qu'il y avait une volonté du foyer que l'agriculture est apparue, d'autres qui disent non, la domestication et la sédentarisation est arrivée à cause de l'agriculture. Moi, j'en sais rien. Ce qu'on voit simplement, c'est que oui, c'est pris dans une espèce de coïncidence, disons. De coïncidence. Voilà, donc de fait, il y a un lien entre ces deux types de pratiques. Alors, c'est apparu il y a 10 000 ans, quand on parle de la région du croissant fertile, etc. Il y a eu d'autres foyers où c'est apparu
un peu plus tardivement ou à peu près à la même époque, ou etc., dans d'autres régions du monde. Avant que je continue sur cette histoire, on a parlé de poule et de l'œuf. Que représente la poule un peu partout dans les schémas du livre? Il y a aussi ce schéma de... C'est celui de Holmgren où ils mettent la poule en tant qu'élément qui a les entrants, les sortants et les rôles. La poule, c'est un... Alors là aussi, c'est un usual suspect des sites de permaculture. Et donc, c'est un élément comme ça qui sert à dire beaucoup de choses et à formuler beaucoup de théories. Il y a un truc, peut-être ça vaudrait le coup ici de signaler que la permaculture, David Holmgren en particulier, qui est l'un des 2 cofondateurs de la permaculture, il voulait être architecte au départ. C'était son projet, c'était vaguement, en sortant du lycée, de devenir architecte. Puis il a fait 1 an de tribulation en Australie, en travaillant sur des chantiers, etc., avec cette idée. Et puis en fait, il a atterri à la fin dans un collège, un des premiers collèges environnementalistes en Tasmanie, où il a rencontré Mollison, ce vieux broussard, etc. Mais il est très informé à l'époque de ce qui se passe dans l'architecture et dans l'urbanisme. Il est très informé, il lit Kevin Lynch, il lit toutes sortes de choses comme ça, et il lit en particulier un texte qui a eu une grande importance pour lui, que je connaissais absolument pas avant d'en découvrir la référence sous sa plume, qui est le texte d'un tout jeune architecte qui s'appelait Colin Moorcraft. Un type qui avait 25 ans en 72, lorsqu'il dirige un numéro de la fameuse revue Architectural Design, qui porte sur le thème Designing for Survival, projeté pour la survie. On est juste après la parution de Limits to Growth. On est en plein boom, de l'agenda environnemental. Et ce tout jeune architecte, qui est un lecteur vorace du Club de Rome, comme de tout ce qui se publie en matière d'écologie. Odum, comme on disait tout à l'heure. Mais aussi Georgescu Roegen, puisque ça paraît son fameux livre sur l'économie et l'entropie. 68 ou quelque chose comme ça. 71 exact. Donc il lit toutes ces choses-là et il publie un texte dans ce fameux numéro qui s'appelle Designing for Survival lui-même et qui donne son titre au truc, où il termine en décrivant les 3 principes qui devraient être à ses yeux ceux d'une technologie ou de technologie post-industrielle. Il y a l'intégrité, on pourrait dire l'intégration, c'est-à-dire c'est le principe justement de circularité, c'est-à-dire ça devrait être des systèmes techniques ou des dispositifs techniques qui utilisent, qui recyclent leurs propres extrants comme intrants le plus possible, bref, qui soient comptablement. Bon. Donc ça c'est la première chose. Deuxième, c'est la flexibilité, et par flexibilité il entend des systèmes techniques qui soient concevables, adaptables, réparables par leurs utilisateurs dans un rayon, régional ou local raisonnable, et non pas du tout des boîtes noires, si vous voulez, qui leur dictent leur mode opératoire et qui peuvent ni réparer, etc., et pour lesquels ils s'endettent pendant des décennies, à l'image des grosses engins agricoles. C'est un atelier paysan avant l'heure, quoi. Voilà. En fait. Ouais. Et pour finir, et c'est là que je vais venir à la poule, et pour finir, la coopération. Et par coopération, il dit, c'est des systèmes techniques dans lesquels chaque élément joue plusieurs fonctions, ou remplit plusieurs fonctions, et où chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Ce qui est intéressant parce que c'est un vrai fonctionnalisme, mais totalement opposé au fonctionnalisme canal historique du mouvement moderne et fonctionnaliste en architecture, où il s'agissait au contraire de prendre modèle sur la machine, où chaque élément remplit à fond très bien sa fonction, vous voyez, et où ils sont même bien distincts les uns des autres, ce qui donnera l'urbanisme de zoning, en gros. Bon. Donc là, on a j'appelle ça un alter-fonctionnalisme, parce qu'il faut que ça fonctionne, mais le modèle, c'est plus du tout l'efficacité
des machines ou de la ségrégation fonctionnelle, c'est, on pourrait dire, à l'époque, l'écosystème, où, en effet, dont la résilience, tant qu'elle dure, et en particulier à son climax, est assurée par le fait que chaque élément remplit plein de fonctions, et chaque fonction est assurée par plein d'éléments, de sorte que quand l'un fait défaut, un autre, etc. Donc, ce qui est intéressant, parce que finalement, si vous regardez ce que c'est que la permaculture, c'est la mise en œuvre, on pourrait dire, de ce programme alterfonctionnaliste formulé par un tout jeune architecte britannique à l'époque. En tout cas, il y a une congruence très très forte. Et donc oui, on montre dans le livre et dans l'exposition des schémas où la poule est prise précisément comme un élément qui, dans, disons, l'agriculture industrielle, est réduit à une seule fonction, pondre un maximum d'œufs, ou faire pour les poulets de la viande, en gros, et où par conséquent vous pouvez les loger en batterie en vous souciant d'absolument rien d'autre. Mais quand vous considérez que l'élément poule produit certes des œufs, pond des œufs, mais gratte le sol, mais a des déjections qui sont susceptibles de l'enrichir, produit de la chaleur, et par ailleurs a besoin de chaleur, de connexion avec tel ou tel environnement, ou avec une palette. Alors, la question de où, comment dire, de la place de la poule à l'intérieur de ce système multifonctionnel devient un problème au moins aussi complexe que les grands problèmes d'urbanisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire où placer, voyez, où faire évoluer la poule dans un site d'éléments multiples et ayant quelques fonctions malgré tout à remplir.